cette statistique n'aurait pas manqué d'inquiéter George Orwell. L'individu face à la société, cette question m'a toujours intéressé. Nous sommes inondés par les images, les slogans de la télé, de la publicité. Essayer de conserver notre individualité est très difficile. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit quoi faire, quoi acheter, quoi manger et quoi boire. Beaucoup pensent que les professionnels de la persuasion médiatique ne sont qu'une version édulcorée du tout-puissant Big Brother. Je me souviens, j'ai décidé de quitter l'Amérique en 1967, un jour où je marchais sur la plage de Santa Monica. Il y avait le coucher de soleil, le clapotis des vagues, une fille superbe à mon bras. J'étais amoureux, j'étais heureux, mais l'étais-je vraiment? Ou l'étais-je seulement parce qu'on me l'avait dit dans une pub? Dans l'ère de la communication de masse où nous sommes entrés, le contrôle de l'information importe plus que jamais. Dans son roman, Fahrenheit 451, Ray Bradbury imagine des pompiers qui n'éteignent pas les feux, mais les allument. Leur mission est de brûler tous les livres. Selon Bradbury, 450 degrés Fahrenheit est la température à laquelle les livres et leur contenu subversif s'enflamment. What do you think you're doing? There's no need for that. I said the books, Montag. That's good, that's what I like to see. Sweet reason. Les écrivains de science-fiction tendent au futur un miroir distordant avant de le retourner vers le présent. Happiness? What a poor idiot you must have been. À mon avis, la science-fiction est une littérature sur le futur. Ce n'est pas la science qui la définit, car on n'y parle pas forcément de science. C'est tout simplement de la fiction qui se déroule dans le futur. Elle a donc toujours un élément visionnaire, et elle est toujours politique, puisqu'on décide de ce qui est important ou non, de ce qui va changer, de ce qui restera pareil. Elle a toujours été une utopie sociale. Même en décrivant le pire avenir, elle reste utopique, car elle essaie de dire « n'allez pas dans cette direction, il y a de meilleurs choix possibles. » Si un jour les êtres humains trouvent la politique sur la Terre trop oppressante et la vie urbaine trop violente, ils pourront toujours partir explorer l'espace. Dans la science-fiction, il est permis de s'exiler sur d'autres planètes, n'importe où, ailleurs. L'univers entier nous attend. Rien n'empêche les astronautes de s'installer dans le vide intersidéral. Il suffit d'y recréer une ville flottante. On peut aussi emporter avec soi sa ville préférée, accrochée à une parcelle du sol natal. On peut se construire une résidence secondaire sur la Lune, à condition de la recouvrir d'un dôme. Autre planète, nouvelle société. En prenant un nouveau départ, on pourrait peut-être éviter les erreurs d'hier et les problèmes d'aujourd'hui. Mars, la planète la plus proche de nous, fascine autant les auteurs de science-fiction que les astrophysiciens. Kim Stanley Robinson lui a consacré une série de romans. La planète Mars m'attire particulièrement parce qu'on sait où elle est. On peut la voir à l'œil nu. Ce n'est pas une construction théorique ou un endroit imaginaire. Nos sens nous confirment son existence. Et maintenant qu'on a ces photos satellites qui montrent comment est constituée la surface, on découvre un monde stupéfiant, avec des formations géologiques gigantesques par rapport à la Terre. Et si on aime les déserts et les montagnes, les environnements extrêmes, sur Mars, on est servi. La deuxième chose qui m'a plu, c'est l'idée que si on allait là-bas,
On devrait réellement repartir à zéro, réinventer les relations sociales à partir d'une page blanche. C'est donc l'envie de combiner la beauté de cette planète et les développements sociaux qui m'a poussé à tenter cette aventure littéraire. En 1877, un astronome italien annonce avoir repéré des canali sur Mars. Il voulait parler de chenaux, mais une erreur de traduction en a fait des canaux. De cette erreur ont surgi toutes sortes de spéculations sur une possible civilisation martienne, dont les fameuses chroniques martiennes de Ray Bradbury et les récits d'aventure d'Edgar Rice Burroughs. Publié dès 1910, il raconte l'histoire de royaumes qui se combattent pour survivre, alors que les océans s'évaporent, condamnant la planète à une mort certaine. Se rendre sur Mars est depuis longtemps une des obsessions d'Hollywood. Dans les séries B, on n'hésite pas à sacrifier la vérité scientifique sur l'autel de l'intrigue et du budget. Ainsi, dans Rocket Ship XM, lorsque la fusée se pose sur Mars, il pleut des trombes, malgré l'impossibilité prouvée du phénomène. Mars extending us a welcome. We're prepared to disembark first thing in the morning. In the meantime, we can rest and get our equipment ready. Well, that's what I've been waiting for. Yeah, I've been itching to get into one of these things. Sorry to disappoint you, Bill. We have atmosphere here. We won't need pressure suits. On est aujourd'hui en mesure d'affirmer le contraire. La pression atmosphérique de Mars est bien inférieure à celle de la Terre. Et des combinaisons pressurisées seraient indispensables à la survie sur la planète rouge. Mais ces intrépides explorateurs de série B se promènent en blouson d'aviateur, joyeusement indifférents à la réalité. Le décor, lui, est plus ou moins vraisemblable, même si l'intrigue exige qu'on découvre dans ce désert pierreux les reliques d'une ancienne civilisation martienne. The mind that conceived this must have been of a high order of intelligence, at least the equal of Earth. Notre connaissance de la vraie planète Mars a énormément progressé pendant les années 70, grâce au programme d'exploration spatiale. La sonde Mariner, placée en orbite, a envoyé de nombreuses données vers la Terre. Et la mission Viking a réalisé des analyses chimiques et biologiques du sol martien. Ces missions ont rapporté des milliers de photos de la surface rocailleuse de la planète. On a découvert aussi, grâce à des tests atmosphériques, les conditions climatiques difficiles que d'éventuels futurs colons devraient endurer. Mais l'avancée scientifique la plus importante est toute récente. En juillet 1997, la mission Pathfinder a réussi à diriger les déplacements d'un robot sur la surface de Mars, depuis la Terre. Ce jour-là, le monde de la science-fiction et de la science tout court ont retenu leur souffle. Était-ce le premier pas de la colonisation de Mars ? Et si oui, qui en aurait le contrôle ? Grâce à Internet, le monde entier a pu assister en direct à cette réussite technique digne d'un récit de science-fiction. Le jour de l'atterrissage, 22 millions de personnes ont demandé à se connecter au site de Pathfinder. Ce jour-là était un 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Raison de plus pour le vice-président Al Gore de féliciter les chefs de la mission. Congratulations to all of you out there on behalf of President Clinton and all of the people of our country. Happy 4th of July and congratulations on doing an absolutely outstanding job. À qui reviendra le contrôle de ces nouveaux territoires de l'espace est bel et bien devenu un sujet d'actualité. Pourtant, seule la science-fiction semble s'en préoccuper sérieusement. Le film Total Recall donne de Mars une image aussi exacte qu'inhospitalière et en prédit l'exploitation capitaliste.